Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La grève de mercredi s'annonce très suivie dans les transports. La SNCF prévoit un TGV sur 8 et un trafic régional très perturbé. À la RATP, il faut s'attendre à un métro sur 10 seulement en moyenne. La circulation des RER A et B sera nulle ou quasi nulle. L'ouverture à Paris du procès de l'assassin présumé du préfet Erignac. Yvan Colonna, vêtu de noir, est apparu amaigri, souriant à ses proches. Dans ce journal, nous entendrons Madame Erignac qui s'est confiée à Dominique Verdaillan. Le paradoxe Airbus en pleine restructuration, le groupe bat son record de commandes en cette année 2007 avec 135 nouveaux avions vendus aujourd'hui. Par ailleurs, un prince arabe s'est offert l'A380, le géant des airs, pour son usage personnel. Pas de miracle en mer Noire, le mazout continue à souiller les côtes après le naufrage d'un bateau-citerne. L'Ukraine et la Russie unissent leurs efforts. La tempête a fait 23 morts ou disparus. Une rencontre dans cette édition, 6 mois après la présidentielle, Ségolène Royal nous a reçus alors qu'elle met la dernière main à son livre qui doit paraître prochainement. Elle nous dévoile son titre, revient sur sa défaite, évoque la grève et la crise au Parti socialiste. Enfin, les avancées retentissantes du clonage des biologistes américains ont réussi pour la première fois à reproduire à l'identique des singes. Selon les spécialistes, aucun obstacle technique ne s'oppose au clonage humain. Chacun l'a déjà en tête, la grève de mercredi contre la réforme des régimes spéciaux de retraite devrait donc être très suivie dans les transports publics. SNCF, RATP, cet après-midi les entreprises ont livré leurs prévisions, vous allez les découvrir. La plupart des trains et des métros seront à l'arrêt. Attention, dans les gares, le mouvement commence dès demain soir. Julien Beaumont. Armez-vous de patience dans les gares en région parisienne ou dans le reste de la France. Les prévisions de trafic sont très légèrement meilleures qu'à la mi-octobre. Pas de quoi se réjouir quand même. Sur le réseau national, 97 TGV sur les 700 en temps normal. En revanche, trafic inchangé pour les Eurostar et Thalys, des trains internationaux qui pourront toutefois être retardés. Côté TER, le trafic sera très perturbé. Pour en savoir plus, il faudra se renseigner localement. Pour les corails, comptez 30 trains sur les 300 en circulation d'habitude. C'est en Ile-de-France que la situation se complique. 3 trains par heure sur la ligne B, 4 par heure sur la ligne C, 2 par heure sur la D, la E et la A. La SNCF appelle dans la mesure du possible à limiter ses déplacements. Pour le métro, ce n'est pas mieux. 1 sur 10 en moyenne, idem pour les bus et tramways. RER A et B côté RATP, mauvaise nouvelle, trafic quasi nul, notamment les liaisons vers Roissy-Charles de Gaulle. Une grève qui pour l'instant ne semble pas concerner les réseaux de transports urbains en province. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct de la gare Montparnasse. La SNCF va tester un nouveau dispositif pour tenter d'informer au mieux les voyageurs. Les grands moyens, David, et d'abord en matière de transport de substitution, il y aura en Ile-de-France 1000 bus supplémentaires et 2000 en province, de quoi acheminer environ 500 000 personnes. Alors bien sûr, ça ne compensera pas intégralement, mais ils seront concentrés sur des lignes où sinon il n'y aurait pas eu de train du tout. Autre nouveauté, vous l'avez dit, l'information aux voyageurs. 1000 intérimaires ont été recrutés. Dès demain, ils vont distribuer en gare des fiches horaires détaillées sur les trains en circulation. Ces fiches sont actuellement à l'imprimerie. Et puis toujours 3 numéros de téléphone gratuits si vous avez un train à prendre à partir de mercredi. Alors pour les grandes lignes, 0805 90 36 35. En Ile-de-France, le 0805 700 805. Et puis la RATP, je vous le donne, le 0800 15 11 11. Et cette information importante, David, la direction de la SNCF m'a assuré ce soir que les perturbations pourraient durer jusqu'au week-end inclus. Il faut donc s'armer de patience. Merci Agnès, ça c'est effectivement une information très attendue. Chacun s'attend à des jours difficiles. Il faut savoir par exemple que les hôtels en région parisienne ont enregistré 20 à 25% d'annulation sur les réservations. Alors voyons comment se préparent les usagers avec Romain Messier et Vivien Roussel. Les tours du quartier de la Défense ne feront pas le plein après-demain. Ils sont nombreux à vouloir éviter une journée galère. Comment vous allez faire à partir de demain soir? C'est-à-dire pour le transport, je vais rester chez moi, je vais pas travailler. Je viens pas. Je peux pas venir à la Défense et j'ai annulé 2 entretiens. Je peux gérer beaucoup de choses à distance. Je dirais Internet n'est jamais en grève. Pour ceux qui habitent la banlieue, pas besoin de courir après le train. Trafic quasi nul mercredi. Il faudra trouver un plan B pour aller au travail. Soit je prends la voiture ou je viens pas. Je prends un RTT ou un congé payé.
une nouvelle fois. J'ai un quota de 10% à pas dépasser en absentéisme, donc de toute façon il va falloir que je me débrouille. Un jour ça passe, pas deux. Pour les Parisiens, même cauchemar en perspective, pas de métro, dur d'aller au boulot. Alors il y a ceux qui prendront leur pyjama. Peut-être me débrouiller pour dormir chez une amie ou je sais pas encore. Et ceux qui prendront des vacances. Pas de travail au dernier recours si je ne trouve pas de transport. Et si c'est dur? Je n'irai pas travailler la semaine, ça m'arrangerait. Mais pour aller travailler quoi qu'il arrive, certains pensent avoir trouvé ici la recette miracle. On n'a pas de voiture, on n'a rien. La seule moyen, c'est le vélo. Le vélo. Ce magasin annonce une augmentation des ventes de plus de 10% ces derniers jours. La grève fait aussi des heureux. Pour bien comprendre ce que sont les régimes spéciaux de retraite qui sont au cœur de ce conflit, nous avons suivi 2 chauffeurs de bus qui font le même travail. L'un à la RATP bénéficie d'un régime spécial, l'autre dans une société privée n'y a pas droit. Reportage Sophie Brune, Chloé Cormery. C'est le plus grand dépôt de bus de la région parisienne, mais mercredi, très peu de véhicules en sortiront. Jean-Pierre Bruno est conducteur et prépare la grève avec ses collègues. Tous les salariés sont motivés. Ils sont tous motivés. Ouais, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. C'est pour défendre leur régime spécial de retraite qu'ils feront grève. Celui-ci leur permet notamment de partir en retraite à partir de 50 ans, à condition qu'ils aient au moins 25 années de service. Un acquis qui correspond selon eux à la pénibilité de leur métier. Travailler un week-end sur 2 pratiquement. Travailler jusqu'à 2h30 du matin. Partir de chez soi à 20h. Pour finir à 2h30 du matin. Non, c'est pas une vie. Monique Kéférus est elle aussi conductrice de bus, mais dans le privé, à Rennes. Elle dépend du régime général de retraite et devra donc travailler au moins jusqu'à 60 ans. À titre personnel, je pense qu'il faudrait l'égalité pour tout le monde. C'est-à-dire, concrètement que les régimes spéciaux s'égalisent par rapport aux autres aussi. Et pourtant, elle semble aussi comprendre la grève de ses confrères parisiens. Les conditions de la RATP en conduite, en stress, je pense que c'est encore pire que les nôtres. Je pense qu'ils le méritent aussi de demander la retraite un peu plus tôt. Comme tous les salariés du privé, sa retraite sera calculée sur la base de ses 25 dernières années de salaire. À la RATP, en revanche, le régime spécial prend en compte les 6 derniers mois. Mais avec la réforme, Jean-Pierre Bruno affirme qu'il perdra environ 300 € par mois. Ça veut dire qu'on nous demande à travailler 5-10 ans de plus pour gagner moins. C'est pas le slogan de Sarkozy. Le slogan de Sarkozy, c'est travailler plus pour gagner plus. Mais moi, j'ai pas envie de travailler plus pour gagner plus. Mon statut me suffit. Selon les syndicats, lors du mouvement du 18 octobre, plus de 9 conducteurs sur 10 étaient en grève dans ce dépôt. Selon un dernier sondage LH2 pour le journal Libération à paraître demain, 59% des personnes interrogées soutiennent la position du gouvernement face aux grèves. Et puis notez que ce soir, Mots Croisés revient sur ces grèves du mois de novembre, à suivre autour d'Yves Calvi et de ses invités à partir de 23h15. Autre mouvement social, le blocage dans les universités. Selon un décompte de l'agence France Presse, 13 établissements sur 85 sont concernés partiellement ou totalement ce soir. Limoges et Brest ont rejoint le mouvement. La nouveauté, c'est que des étudiants mécontents du blocage et des présidents d'université ont demandé des votes à bulletin secret, notamment à Lille ou à Rennes, où nous retrouvons Romuald Bonan et Gabriel Cavilla. Sortez vos cartes d'étudiants, s'il vous plaît. Après 3 heures d'incertitude, le vote à bulletin secret a pu débuter sur le campus de Rennes 2 à la mi-journée. Pourtant, dès le matin, ce scrutin pour ou contre le blocage de l'université avait échauffé les esprits des étudiants. Tout vote à bulletin secret est illégitime à notre sens. Après voilà, après ça se débat politiquement. Une gauche démocratique, mais c'est pas du tout ça. Tu permets, me laisser finir, s'il te plaît. Il y a 20 000 étudiants, oui d'accord, mais laissez-nous nous exprimer. Une journée d'abord entamée devant 2000 étudiants par un vote à main levée en assemblée générale, cette fois pour acter le blocage, une décision immédiatement remise en cause par les non-bloqueurs. Le CPE, on a raté 9 semaines de cours. Là, moi je suis en master 1, mes cours finissent le 4 décembre, là je rate une semaine, c'est déjà trop. Finalement, après 10 jours de blocage contre la loi Pécresse, dans le calme, le vote à bulletin secret. Une première dans l'histoire de l'université de Rennes 2 a pu commencer. Carte universitaire en main, près de 18 000 étudiants ont été invités à se prononcer. Moi je vais aux manifs, mais on n'a pas besoin de bloquer tout le temps à la fac, toute la semaine. Je pense que ça va être oui. Oui à quoi? Oui au blocage. Un vote que les bloqueurs regroupés à l'extérieur du bureau de vote considèrent toujours comme illégitime. Les personnes qui viennent voter que à bulletin secret
qui n'étaient pas là lors de l'Assemblée générale, n'ont pas fait la démarche d'information et de débat, et que leur voix n'a pas à être tellement prise en compte par rapport à une Assemblée générale décisionnelle. À 19 h, le dépouillement des bulletins a démarré, mais quels que soient les résultats, les bloqueurs, eux, ont prévu une nouvelle Assemblée générale demain matin. Et on attend toujours ces résultats ce soir. À noter qu'à l'université de Lille 3, le vote à bulletin secret s'est soldé par la reconduction du blocage. 1600 votants pour, 1000 contre. Autre image à Nanterre, des incidents ont eu lieu ce matin entre des étudiants partisans du blocage et les forces de l'ordre qui ont tenté de les empêcher d'entrer. À l'issue de ces échauffourées, une assemblée générale houleuse a bien eu lieu et la poursuite du blocage a été votée à une courte majorité jusqu'à demain matin. Image signée Bruno Vignet. Et puis sachez qu'à Perpignan, ce sont cette fois des non-grévistes qui ont défilé pour réclamer une reprise des cours. Nom Colonna, prénom Yvan, profession berger. C'est ainsi qu'Yvan Colonna est donc apparu devant la cour d'assises spéciale de Paris ce matin pour l'ouverture d'un procès très attendu. Les jurés sont des magistrats professionnels. Ils vont devoir se prononcer après un mois d'audience sur la culpabilité ou l'absence de culpabilité du militant nationaliste dans l'assassinat du préfet Erignac. Une première journée sous tension sur place. Dominique Verdaillan, Catherine Juste. La famille Colonna presque au complet. Le père, la sœur, la tante, l'ex-compagne d'Yvan Colonna. Tous se prêtent malgré eux à la séance photo au premier jour du procès. Il vient de dire dans quel état d'esprit vous êtes? Dans très bon état d'esprit, très bon. Vous avez vu votre fils il y a longtemps? Ce sont les avocats qui communiquent uniquement aujourd'hui, s'il vous plaît. Assaillis eux aussi par les caméramans et les photographes, Dominique Erignac, ses 2 enfants et leur avocat. Un léger sourire comme pour exorciser le moment tant attendu, le face-à-face avec l'accusé. Pas d'image de celui dont la photo figurait sur un avis de recherche pendant 4 ans. L'homme n'a presque pas changé, vêtu d'un survêtement noir, un peu amaigri. Yvan Colonna apparaît serein, décontracté, prêt à se défendre. Aujourd'hui, il ne fuit plus devant la justice. Il n'a jamais fui devant la justice. La vraie, celle d'aujourd'hui. Et pas la justice telle qu'elle a été appliquée par la section des terroristes. Rencontre inattendue dans les couloirs du palais. Michel Charasse venu soutenir la famille Erignac. Daniel Herrero, ancien professeur d'Yvan Colonna, embrassant l'élu corse Edmond Simeoni. Jean-Guy Talamoni est le frère de l'accusé, sans oublier Monseigneur Gaillot qui prend la défense du fuyard. Moi, j'aurais peut-être fait comme lui, vous savez, il a dû avoir peur de se dire si je me rends, on va me flinguer, on va me mettre en prison. Il est resté en liberté. Dès demain, le père, le frère dresseront à la barre un portrait de celui qui s'est présenté ce matin comme un simple berger. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes en direct du Palais de Justice. Sur quoi, sur quels éléments va se jouer ce procès ? Écoutez, ici, le même dossier est lu de 2 façons différentes. 6 hommes ont accusé un 7e, Yvan Colonna. Les 6 hommes ont été condamnés. Le 7e doit être donc condamné. C'est la thèse de l'accusation. Ces 6 hommes sont revenus sur leurs aveux. Il ne reste plus rien dans le dossier. C'est la thèse de la défense. Alors celui qui peut faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre, eh bien, c'est Yvan Colonna lui-même. Et ce soir, alors que le président de la cour d'assises lui proposait en fin d'audience de prendre la parole, eh bien, bizarrement, il est resté muet. Donc tout réside dans son système de défense, dans son attitude à l'audience, et certains diront qu'il a quand même eu 8 ans pour s'y préparer. Merci Dominique. Cela fait presque 10 ans que Claude Erignac, préfet de Corse, père de 2 enfants, est tombé sous les balles de ses agresseurs un soir à Ajaccio. Avant l'ouverture de l'audience, sa veuve, Dominique Erignac, s'est confiée à France 2. Elle évoque, vous allez l'entendre, son appréhension du procès. Elle parle aussi de l'accusé Yvan Colonna. Voici ce témoignage. Je ne peux pas dire comment ça se passera. Mais bon, il faudra avoir la tête haute et puis assumer tout ce qui va se passer. Mais ce n'est pas quelque chose d'agréable, ça c'est sûr. Je l'appréhende vraiment beaucoup. Vous n'avez aucun doute depuis le départ? Au fond de moi-même, je suis sûre qu'il est l'assassin de mon mari. Donc... Et j'espère que la justice passera, qu'on aura vraiment une vérité, mes enfants et moi. Je pense qu'on a le droit à cette vérité. Comment vous aviez vécu sa fuite? Il appelle, lui, ça un recul. Moi, j'ai jamais cru à un recul. Moi, je trouve que c'est une fuite complète. Quand on fuit, c'est qu'on a quelque chose à cacher.
c'est que l'on a, oui, qu'on en a quelque chose à cacher et qu'on a besoin de s'en aller pour que personne nous retrouve. Moi, je trouve que ça veut dire qu'il est l'assassin. C'est une des choses qui prouve qu'il est l'assassin de mon mari. Tout vous ramène à ce 6 février 98. Oui. Toute ma vie, depuis ce jour, c'est pour ça que de temps en temps je dis que ma vie a basculé. C'est-à-dire que, en fait, tout tourne autour de la mort de mon mari. Si je peux recommencer à vivre un petit peu, et au fond, très vite, je suis rattrapée par son histoire et par la violence de sa mort, en fait. Qu'attendez-vous de lui? Moi, je voudrais qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Voilà. Et qu'il dise la vérité. Qu'il ait le courage. Ça, j'attends ça vraiment. Oui. Je pense que ça m'apporterait quelque chose de fort et d'important pour le reste de ma vie, je pense. Des propos recueillis par Dominique Verdaillan et Jean-Marc Nouknouk. En bref, encore à propos de justice, l'accusation a marqué un point aujourd'hui au procès de Charles Pasqua. L'un de ses coprévenus a reconnu pour la première fois qu'une partie du produit de la vente du casino d'Annemasse avait servi à financer la liste de l'ancien ministre de l'Intérieur aux élections européennes de 1999. Économie avec le paradoxe Airbus. Le groupe est pris, vous le savez, dans les turbulences et les restructurations, mais les carnets de commandes n'ont jamais été aussi pleins. 135 nouvelles commandes aujourd'hui encore au salon de Dubaï. Cette année 2007 marque un record. Ce sont 2 compagnies des Émirats qui sont encore à l'origine de ces contrats. Et Airbus, qui va supprimer 10 000 emplois chez les cols blancs, annonce son intention d'embaucher des ouvriers pour répondre à la demande. Mais cette journée a offert une autre curiosité. L'identité du premier acquéreur privé du géant des airs, l'A380, a été dévoilée. Il s'agit d'un prince saoudien, Walid Ben Talal. Il s'offre l'appareil pour son usage personnel. David Boéry. 550 mètres carrés sur 2 niveaux. C'est ce qu'a acheté ce matin le prince Al Walid. Mais sans commander les sièges. Son A380 personnel devrait plutôt ressembler à ça. Car le prince possède déjà 2 avions de ligne, transformés en jet privé. Des avions réalisés sur mesure avec tout le confort d'un appartement de luxe. Il a son petit bureau pour rester joignable partout dans le monde, une grande chambre organisée comme une véritable suite, avec couverture en vison, et une salle de bain entièrement équipée avec vue sur le ciel. Son A380 sera beaucoup plus grand. Il n'a pas encore choisi l'aménagement, mais il peut presque tout imaginer. Plusieurs chambres, des bars, de grandes salles de réunion. Pour s'offrir ce palace volant, le prince Walid a signé ce matin un chèque de plus de 300 millions de dollars. Pour lui, c'est presque une goutte d'eau. Ce prince saoudien est un homme d'affaires qui a particulièrement bien réussi. Avec 20 milliards de dollars, c'est aujourd'hui la 13e fortune mondiale. En France, il est notamment propriétaire de l'hôtel Georges V et du parc d'attractions Disneyland Paris. Pour son nouveau palais volant, la livraison est prévue pour 2010. Les dernières images de la pollution au mazout en mer Noire. Il continue à s'échapper de la coque du bateau-citerne brisé par la tempête et il continue aussi à souiller les côtes. L'Ukraine et la Russie tentent de faire face. 23 marins sont morts ou portés disparus là-bas. Christelle Bertrand. Ce navire coule lentement, en pleine mer Noire. Au plus fort de la tempête, il a essuyé des vents de 120 km/h et des creux de 5 mètres. Dans l'hélicoptère, les secours constatent qu'il n'y a plus personne sur le bateau. Cette équipe a repêché 3 corps sur une plage. Environ 20 personnes sont ce soir toujours portées disparues. Toute la journée, les équipes de secours à terre ont évacué des marins coincés dans leur bateau. Même si on ne connaît pas encore exactement l'étendue des dégâts, plusieurs centaines d'oiseaux migrateurs ont déjà fait les frais de galettes de fioul qui souillent certaines plages. Conçu à l'origine pour la navigation fluviale et côtière, en service depuis 1978, ce petit tanker russe s'est brisé en 2, libérant selon les autorités au moins 1300 tonnes de fioul lourd.
Presque tous les bateaux endommagés se trouvaient dans le détroit de Kertch, mince passage entre la mer d'Azov et la mer Noire. Ici, le trafic est dense et l'état des bateaux loin d'être irréprochable. Ce soir, les autorités russes ont lancé un nouvel avis de tempête. En bref, encore à l'étranger, un rassemblement monstre à Gaza. Des dizaines de milliers de Palestiniens, peut-être plus, ont voulu marquer, à l'appel du Fatah, le 3e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Manifestation durement réprimée dans ce territoire, contrôlé, rappelons-le, par les islamistes du Hamas. Les tirs dans la foule ont fait au moins 6 morts et une centaine de blessés. À Londres, on ne connaît toujours pas l'origine de l'incendie qui s'est déclenché dans un ancien dépôt de bus situé sur le site olympique, le futur site olympique. Le panache de fumée était visible des kilomètres à la ronde. Rien ne permet de penser, selon Scotland Yard, qu'il s'agit d'un acte de malveillance. Toujours en Grande-Bretagne, la télévision au secours de l'intégration. On connaissait la Star Academy, la Cuisine Academy, et bien voici la Mosquée Academy. Le jeu est diffusé sur une chaîne plus spécialement destinée aux musulmans. Il vise à récompenser les lieux de culte les plus accueillants. Reportage Amaury Guibert, Dominique Marotel. Le générique de l'émission donne le ton. Il s'agit bien d'une compétition dont les vedettes sont des mosquées. 8 quarts de finalistes prétendant au titre de Mosquée Modèle 2007, dont le match Manchester-Haringey. Au nord de Londres, voici la mosquée d'Haringey. Je suis le directeur de cette mosquée. Puis-je vous inviter à entrer pour jeter un œil? Ce matin-là, des dizaines d'enfants suivent des cours de religion, mais l'on parle aussi beaucoup du concours. Qui va gagner les élections ce soir? Nous. La mosquée va au-delà de ses leçons sur l'islam. Elle propose aussi des cours de sport, des rencontres avec les habitants du quartier. Le concours insiste beaucoup sur toutes ces initiatives qui favorisent l'intégration. Il en va de l'image des musulmans. La mosquée, ce n'est pas ce que les médias disent. Un terrain fertile pour les terroristes et les idées extrémistes. Dans les studios d'Islam Channel, place enfin à la compétition. Sur le plateau, chaque candidat a 20 minutes pour convaincre. Monsieur Ali, lui, a préféré laisser sa place à une femme. C'est bien d'avoir une femme ici ce soir. Vous êtes la seule. Un autre point positif, mais le choix final revient aux téléspectateurs qui votent par SMS. Et pour la mosquée d'Haringey, ça passe. Elle disputera les demi-finales. Cette émission est formidable. Elle peut marcher dans n'importe quel pays. Au bout de la compétition, il y a pour le gagnant un chèque de 50 000 €, une belle somme qui doit être investie dans des projets favorisant l'intégration. Un nouveau sommet franco-allemand à Berlin. En cette période agitée en France, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont réaffirmé leur soutien aux réformes économiques. Sommet qui a failli être perturbé par une agression. Un homme d'une vingtaine d'années, les poings levés, poussant des cris, a été maîtrisé à quelques mètres des deux dirigeants. Et puis à noter que pour promouvoir l'intégration, Bernard Kouchner et son homologue allemand ont poussé la chansonnette à cette occasion. Ils ont enregistré une chanson écrite par un jeune Allemand d'origine turque dans ce studio de Berlin sur un rythme R&B. Peut-être l'entendre. Voilà, en tout cas d'après les observateurs, les victoires de la musique, ça n'est pas pour tout de suite. Politique en France maintenant, avec une rencontre avec celle qui s'est faite assez discrète ces derniers temps, Ségolène Royal. 6 mois après la présidentielle, elle a reçu l'une de nos équipes, alors qu'elle met la dernière main à un livre qui va sortir dans 3 semaines. Elle nous confie le titre de cet ouvrage, elle revient sur sa défaite, évoque la grève et la crise au Parti Socialiste. Entretien signé Jeff Wittenberg, Patrick Desmully. Elle le promettait depuis des mois, elle y a mis la toute dernière touche aujourd'hui, dans un petit bureau de sa maison d'édition, Grasset. Le texte final a été rendu ce soir, le livre de Ségolène Royal sortira début décembre. Il a déjà un titre. Ce titre, c'est ma plus belle histoire, c'est vous. Donc je vais m'adresser à chaque Français, à la fois ceux qui ont voté pour moi, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi, qui ont peut-être la curiosité de voir de l'intérieur comment cette campagne s'est passée. La campagne présidentielle, Ségolène Royal y revient en effet longuement pour donner, après beaucoup d'autres ouvrages qui ne l'ont pas épargné, sa version des événements. C'est à la fois un livre de rire et de larmes, bien sûr, parce qu'il y a des moments de grande joie, exceptionnels dans cette campagne, aussi de larmes, parce que il y a la défaite au bout de cette campagne.
Et puis il y a eu des épreuves et des difficultés. Et donc ça aussi, il faut les dire très clairement pour que ça ne puisse pas se reproduire. Pour que ça ne puisse pas se reproduire, comme elle dit, tout change dans l'univers de Ségolène Royal. Pour la première fois, nous avons pu entrer dans les nouveaux locaux qu'elle va désormais occuper à Paris, boulevard Raspail, à 2 pas de son ancien siège de campagne et du Parti Socialiste. Mais ici, ce n'est pas le PS, plutôt une équipe de fidèles de son organisation Désir d'Avenir. À eux, le travail en coulisses, à elle, la ligne politique. On peut accepter, par exemple, que le président de la République multiplie par 3 son salaire et demande aux cheminots de revoir à la baisse leur droit à la retraite. Ça ne va pas, il faut de la cohérence, donc il faut rediscuter avec eux. De cette situation sociale, le PS ne tire aujourd'hui aucun profit. Au contraire, beaucoup de militants venus pour Ségolène Royal avec une adhésion à 20 € quittent aujourd'hui le parti. Ils ont été assez écœurés d'un certain nombre d'attaques ou de règlements de compte, mais surtout, je crois que les Français pensent que les socialistes se parlent trop entre eux. Et ça, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que vous avez décidé finalement d'être la chef de l'opposition en devenant la première secrétaire du Parti Socialiste, ou vous souhaitez garder une certaine réserve? Vous savez, c'est comme au sport, hein, quand on a perdu le match, on ne s'incruste pas sur le terrain. Tout de suite, on reconstitue ses forces, on se remet au travail. Et le moment venu, si je puis être utile. Une seule certitude, Ségolène Royal est de retour sur la scène politique et veut que cela se voie et s'entende dans les prochaines semaines. Pendant ce temps, François Hollande était aux côtés des avocats à Poitiers pour une manifestation. Rachida Dati s'y est rendu aujourd'hui pour présenter sa réforme de la carte judiciaire, et le tribunal de grande instance de la ville de Tulle, dont François Hollande est député maire, est menacé. Image signée Alain Darigrand. On parlait de justice. C'est une décision sans précédent connue qu'a rendue le tribunal de Bonneville en Haute-Savoie. 3 skieurs qui avaient déclenché une avalanche alors qu'ils faisaient du hors-piste ont été condamnés à 1 an d'interdiction de skier. Reportage sur place de Di Sébastien, Jean-Claude Martin. Privés de poudreuse pendant 1 an, l'avalanche qu'ils avaient déclenchée n'avait pas fait de victimes, mais les 3 skieurs s'étaient aventurés dans un hors-piste interdit par arrêté municipal. C'est la société de remontée mécanique qui avait porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. L'arrêté, on peut éventuellement passer à côté, mais sur le terrain, il est évident qu'il y a un balisage, qu'il y a des cordes qui sont disposées, quelquefois en plusieurs niveaux. 1 an d'interdiction de skier dans quelques stations que ce soit et 500 € d'amende. La peine est inédite, elle se veut exemplaire. À la veille de la saison de ski, elle sonne comme un avertissement en direction des pratiquants. Moi, je suis pas sûr que ça va servir l'exemple, parce que moi-même pratiquant, je sais que ça va pas m'empêcher de faire du hors-piste. Rien ne les empêche, je sais pas, il n'y a pas de contrôle, rien ne les empêchera de faire du ski, de faire ce qu'ils voudront. Une peine certes difficile à mettre en pratique, mais le tribunal a mis en garde les 3 jeunes condamnés. S'ils se font prendre en train de skier cet hiver, ils encourent 2 ans de prison ferme. C'est une épée de Damoclès qui pèse sur eux, mais effectivement, on ne va pas mettre un gendarme devant chaque remontée de piste pour savoir s'ils vont la fréquenter ou pas. Seule solution pour les 3 skieurs s'ils veulent absolument chausser les planches sans risque judiciaire, skier à l'étranger. La peine prononcée à leur encontre n'est en effet valable que sur le territoire français. Voilà, et le plus simple, c'est encore d'être prudent. L'environnement, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, s'est remis au travail. Après le diagnostic, après les prévisions, les scientifiques vont se prononcer sur les décisions de la communauté internationale face au changement climatique. Parmi les pistes pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, il y a une technique qui fait ses débuts et qui semble prometteuse, le stockage, l'enfouissement du gaz carbonique dans le sol. Reportage Nicolas Châteauneuf, Bruno Giraudon. Inlassablement, ils pompent le pétrole dans ces terres de l'Est parisien. Dans quelques années, ces puits seront à sec, mais les scientifiques leur imaginent déjà un nouvel avenir, celui de stocker à grande profondeur le CO2 émis par nos usines. Chaque année, l'humanité en rejette 27 milliards de tonnes dans l'atmosphère en brûlant les carburants fossiles. Alors, les ingénieurs cherchent des solutions. Dans cette usine de gaz à Lac, le groupe pétrolier Total va bientôt expérimenter à grande échelle la capture de CO2. Il n'est pas le seul dans la course. À l'horizon 2050, par exemple, toute une série d'études, les études par exemple du GIEC, actuellement publiées, montrent que c'est peut-être de l'ordre de 20 à 40% de toutes les émissions mondiales de gaz carbonique qui pourraient être concernées par l'application de ces technologies. Au lieu de rejeter le CO2 dans l'atmosphère, l'usine va le capter et l'injecter sous haute pression dans un pipeline pour l'acheminer jusqu'à son point de stockage. Il sera alors injecté
sous haute pression et à très grande profondeur, sous une couche géologique imperméable qui lui interdira de s'échapper. Les scientifiques ont étudié 3 sites qui pourraient accueillir ce CO2. Tout d'abord, des réserves profondes, ici, d'eau salée impropre à la consommation. Il y a aussi les réservoirs d'hydrocarbures ou de gaz en fin de vie, ou encore des veines de charbon encore inexploitées. Sur ce projet, 150 000 tonnes de CO2 seront injectées dans le sous-sol en 2 ans, puis placées sous haute surveillance. Pour les scientifiques, c'est un premier pas, mais les écologistes sont plus réservés. On ne souhaite pas léguer aux générations futures, à nos enfants, nos petits-enfants, une grenade dégoupillée qui serait juste sous leurs pieds. On souhaite au contraire avoir des solutions pérennes pour moins émettre de gaz à effet de serre. En stockant le CO2, les industries très polluantes espèrent limiter le coût croissant de leur activité d'ici une vingtaine d'années, tout en évitant peut-être un réchauffement climatique incontrôlé. Les sciences, on peut parler ce soir d'un bond en avant des techniques du clonage. Des biologistes américains ont réussi pour la première fois à reproduire à l'identique des singes. Faut-il s'en réjouir ou en frissonner? Selon les scientifiques en tout cas, aucun obstacle technique ne s'oppose aujourd'hui au clonage humain. Gilles Marinet, Philippe Turpot. Des embryons de singes créés par clonage, c'est une première 11 ans après la naissance de Dolly. L'ancêtre des animaux clonés a été suivi de beaucoup d'autres, chiens, chats, lapins, cheval et même loups. Dans son principe, la technique n'a pas changé. Une femelle donne un ovocyte, un deuxième singe donne une cellule de n'importe quel organe, le noyau est installé dans l'ovocyte et voici un embryon fabriqué sans spermatozoïdes. La réussite des chercheurs américains est un pas vers le clonage humain. Plus les espèces sont proches, plus la probabilité est grande que ce qui est possible dans une espèce est applicable chez l'homme. De quoi relancer le débat sur le clonage. D'un côté, l'espoir de guérir de nombreuses maladies, notamment en reconstituant des tissus. De l'autre, la perspective inquiétante de créer des clones humains. En France, le clonage reproductif est interdit, c'est un crime. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y ait une réflexion au niveau international pour savoir si l'ensemble de l'humanité considère que ça serait une atteinte à la dignité humaine que d'envisager un clonage reproductif. À ce jour, l'ONU n'a pas réussi à rassembler la communauté internationale sur une position claire. En France, des états généraux de la bioéthique se tiendront d'ici 2009. La suite des prix littéraires, le Femina a été décerné aujourd'hui à Éric Fotorino pour Baiser de cinéma aux éditions Gallimard. Le Médicis récompense Jean Hatzfeld pour La stratégie des antilopes au Seuil. Et puis c'est Philippe Claudel qui a été choisi par le Goncourt des lycéens pour le rapport de Brodeck chez Stock. Elle s'appelle Louise Bourgeois, elle est française et américaine, elle a 95 ans aujourd'hui. Elle est considérée comme l'une des plus grandes artistes d'avant-garde du siècle dernier. Ses sculptures, ses installations ont souvent choqué ou scandalisé. Aujourd'hui, ce sont des références. La Tate moderne de Londres lui consacre une grande rétrospective. Maryse Burgot, Dominique Marotel, sur place. À quelques mètres de la cathédrale Saint-Paul, une créature menaçante. Pour le commun des mortels, c'est une araignée géante. Pour l'auteur de cette œuvre, c'est une mère aux tentacules protectrices. Derrière cette étonnante sculpture se cache une frêle silhouette et pourtant un monstre sacré de l'art contemporain. Louise Bourgeois, 96 ans, double nationalité française et américaine, interviewée ici dans cet appartement de New York qu'elle ne quitte presque plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus la vie qui me contrôle que moi qui contrôle la vie. Après cette grande phrase, je peux avoir un Coca-Cola? Louise Bourgeois joue volontiers les vieilles dames indignes. La jeune sculptrice des années 30 a pris avec le temps des allures de chef indienne, mais son œuvre inclassable est jugée aujourd'hui monumentale. Des sculptures totems évoquant la fragilité de nos existences, des corps sans tête, livrés à l'hystérie de nos villes, des excroissances dérangeantes, des sexes masculins suspendus pour évoquer ce père que Louise Bourgeois détestait. Et ces araignées, pour ne jamais oublier une mère vénérée, mais trop tôt disparue. Cette œuvre avec l'araignée symbolise la figure de la mère tisseuse. Elle protège et nourrit cette cage secrète. C'est l'endroit où l'on se sent en sécurité, où l'on peut réfléchir. Je l'ai perdue quand j'avais 18 ans.
Et là, je suis devenue totalement perdue. La jeune fille perdue a surmonté l'absence. Elle l'a même sublimée, au point d'en faire une œuvre que se disputent aujourd'hui les plus grands musées du monde. Tennis, la sensation au Masters de Shanghai aujourd'hui. Le numéro 1 mondial Roger Federer s'est incliné face au Chilien Fernando González en 3-7, 3-6, 7-6, 7-5 pour le Chilien. C'est très rare de voir ainsi Roger Federer s'incliner, surtout pour un premier match. Et puis autre sensation, c'était hier soir en football, la victoire de l'OM sur le terrain de Lyon en Ligue 1. Première défaite à domicile pour les Lyonnais. Un doublé de Mamadou Niang pour les Marseillais, un match héroïque de Steve Mandanda, le gardien de but. But signé Juninho pour l'OL. Avec cette victoire, les Phocéens sortent de la zone des relégables et remontent à la 17e place. Une image pour nous rappeler maintenant que c'est bientôt Noël, une image des traditionnelles illuminations des grands magasins sur le boulevard Haussmann, les façades, les vitrines animées par les petits personnages et autres peluches pour le bonheur de nos enfants. Image signée Thierry Breton. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La grève dans les transports à partir de demain soir, 20h pour la SNCF s'annonce très suivie. Un TGV sur 7 selon la SNCF, un trafic régional très perturbé. À la RATP, il faut s'attendre à un métro sur 10 seulement en moyenne. En revanche, les transports publics dans les grandes villes des régions seront théoriquement en état de fonctionnement normal. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, Cold Case, 23h10, mots croisés autour d'Yves Calvi. À demain.